Ils sont surarmés. Et de l'autre côté, je crois qu'il y a également une autre analyse qu'il faut tout à fait garder en ligne de vue, c'est que Amadou Toumani Touré est l'un des rares présidents dans la région qui n'a pas beaucoup collaboré, que ce soit avec la France ou avec les États-Unis, dans cette lutte contre AQMI. Et je crois que quelque part, au début, la France ou les États-Unis ont voulu lui faire payer déjà ce refus, cet entêtement à ne pas le faire à côté. Il peut être déstabilisé. La Mauritanie est dans la même situation. Et vous pourriez également ajouter à cela le Niger. Le risque, il est réel. Et si on continuait dans ce sens-là, la somalisation du Mali n'est pas très loin. Mathieu Guilher, et ensuite j'ai une question très précise qui nous est posée par un téléspectateur. Je crois qu'on ne peut pas dire que la France a voulu faire payer à Toumani Touré quoi que ce soit. On avait des relations tout à fait amicales. La présence française dans la région est massive et importante. La France aurait pu régler ce problème de façon assez rapide et assez facile. Ce n'est pas plus compliqué que la Côte d'Ivoire. Il y a effectivement, là, c'est le millefeuille de la colonisation. On voit qu'on est en train de changer de période, changer d'époque. On a l'impression qu'on en parle maintenant comme s'ils venaient jouer à la belote à Tombouctou. Non, comme si, oh ben oui, ils ont toujours été là. Vous comprenez? Il faut rappeler d'où ils viennent quand même. Je veux dire, il faut quand même pas, on peut pas ne pas parler de l'Algérie. Non, il ne faut pas parler de l'Algérie. Ce sont quand même le GSPC, les problèmes de l'Algérie, du GIA. Groupe salafiste pour le combat. Groupe salafiste pour les prédications. Qui sont descendus, je veux dire, qui sont sous la pression sécuritaire algérienne. Sous la pression sécuritaire algérienne. Et que l'Algérie, apparemment, n'entend pas l'Algérie. On a l'impression que l'Algérie, qui est un acteur majeur dans la région, qui a toujours soutenu. Quand on parlait, parce qu'on a l'impression. Excusez-moi, l'Algérie s'en est débarrassée. Absolument. Et on a l'impression que le Mali était avant un paradis et démocratique. C'était un pays démocratique, mais qu'est-ce qu'il y avait un président qu'on disait qui était mou, consensuel, etc. Lui, il avait bien la notion des enjeux et des zones d'influence. Il avait le grand frère libyen qui payait, il avait le grand frère algérien qui lui assurait sa sécurité quand il avait ses problèmes avec ses Touaregs. Quand il y avait les Libyens disaient ouais, nous on s'installe avec un consulat à Kidal, les Algériens hurlaient et à ce moment-là il allait voir le grand frère algérien en disant grand frère algérien aide-moi parce que j'ai mes Touaregs qui m'ennuient, etc. C'était expliqué par vous, c'est sympathique, presque familial. Non mais c'était un système, un équilibre, c'était un équilibre précaire. On est bien obligé de tenir compte pour expliquer à Bouzed les gens qui sont là, ils n'arrivent pas de nulle part. Ce sont des Algériens qui étaient en train de lutter avant en Algérie. C'est justement ce qu'est en train de nous expliquer Mathieu Guilher. Donc je laisse terminer. Ils sont installés dans cette région depuis plusieurs années. Ils contrôlent un certain trafic. Ils ont des alliances, des connaissances. Ils sont imbriqués dans le système et il y avait un accord tacite entre le gouvernement malien et eux. Vous ne m'embêtez pas, vous me laissez faire ce que je veux et donc ils sont implantés. Et là, il y a eu un coup à faire. Ils ont fait une alliance avec les Touaregs en disant débarrassons-nous définitivement de l'armée malienne. Et je rappelle quand même ce que nous disait Pierre Conessa il y a quelques instants. Le simple cumul des rançons demandées dans la région, c'est la moitié du budget militaire du Mali. On est bien d'accord. Oui, mais mais après il vous faut des hommes derrière. Je suis d'accord, mais les Touaregs de MNLA, ils ont des armes aussi sophistiquées et beaucoup plus importantes que AQMI récupérées en Libye. On les voit, c'est des armes. Enfin, les voitures n'ont même pas été touchées. Ils ont pris carrément du dépôt. Ils sont partis avec. Il faut des hommes derrière. Et les hommes aujourd'hui de ces islamistes sont beaucoup plus motivés que les hommes Touaregs. Et c'est pour ça qu'ils l'emportent globalement. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous arrivez avec un agenda, dire je meurs pour l'Azawad, c'est pas la même chose que de dire je meurs pour Allah. Je reviens quand même sur une question que vous souleviez tout à l'heure. Nous ne serions pas en période électorale en France. Pensez-vous que nous aurions engagé d'une façon ou d'une autre une opération militaire, même aérienne, dans la région? Ah oui, je n'ai aucun doute là-dessus, parce que si on avait le 17 janvier, lorsqu'il y a eu les premiers coups durs de l'armée malienne, où ils ont massacré 2 sections. Et ensuite, en février, à ce moment-là, l'armée malienne n'était pas en capacité de le faire. Elle n'avait pas les armes, elle n'avait pas les moyens. Un détachement, un régiment de l'armée française ou même des forces spéciales aurait pu vraiment arrêter la débandade et vraiment rétablir l'État malien dans ses droits. Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a vraiment un problème avec l'Algérie. Déjà, les Français voulaient s'installer à un moment donné à Mopti. Ils n'ont pas pu le faire. Le président a toujours justement il n'a jamais voulu qu'il y ait quelques instructeurs des Français, des Américains dans la région. Et il y a vraiment ce type de rapport compliqué 50 ans après l'indépendance de l'Algérie. Et c'est à cause de l'Algérie. Les Algériens, pour aller de Libye au Mali, il faut quand même longer toute la frontière algérienne.
je veux dire, types sont passés sans aucun problème. Donc, je veux dire, il y a vraiment un problème. La France a un problème avec le Mali et le Niger pour mettre des bases. Les seuls endroits où la France intervient, c'est à partir du Burkina Faso et l'opération Épervier au Tchad. Donc, je veux dire, le Mali et le Niger, c'était no man's land. Mais nous avions demandé à installer des bases justement actives, notamment pour combattre le terrorisme. Appelle à une grande manifestation le 16 avril à Paris pour protester contre l'extrémisme et toutes ces violences. Comme ça a été peu mis en valeur, je voulais le dire dans cette émission. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de Force Analisa? Jusqu'ici, c'était voilà, je dirais de l'opération et des coups médiatiques. Est-ce que ça va plus loin? On a son dirigeant qui, pour l'instant, est entendu. Voilà, comment vous percevez les choses? Alors, je crois qu'il faut donner le contexte général. Oui. Il y a des choses nouvelles qui sont apparues autour de la Méditerranée. Il y a eu un printemps arabe qui a fait les bouleversements dont on connaît et qui aujourd'hui continue. D'ailleurs, le Mali, c'est la suite de ce printemps arabe, c'est la suite de cette crise libyenne, de cette révolution libyenne. Ce printemps arabe a donné quasiment partout une montée en puissance des forces islamistes, une normalisation des partis islamistes et une banalisation des thématiques islamistes. Oui. Cette banalisation sur l'autre rive de la Méditerranée s'est répercutée naturellement sur les territoires européens de ce côté-ci de la Méditerranée. C'est-à-dire que l'individu qui était réprimé il y a un an par des régimes dictatoriaux de l'autre côté de la Méditerranée, aujourd'hui, un salafiste peut faire à peu près ce qu'il veut en Tunisie, par exemple. Il peut s'exprimer naturellement en Égypte, il peut dire ce qu'il veut. Ces thématiques se sont transposées de l'autre côté de la Méditerranée, et comme on n'a plus des régimes dictatoriaux qui contrôlent leur population ou leurs originaux, y compris sur le territoire national, du coup apparaît tout de suite un phénomène auquel on n'était pas habitué. Ce qui explique l'apparition, ce n'est pas qu'ils étaient cachés, simplement il y a une banalisation, une libéralisation de la parole islamiste aujourd'hui qui est due à cette démocratisation naturelle de l'autre côté de la Méditerranée, mais qui est inacceptable dans le cadre républicain. Ces gens sont-ils dangereux? Il y a une campagne électorale et il y a une polémique. Il y a d'abord des aspects factuels, après il y a des gens qu'on peut considérer comme de simples agitateurs, et ensuite la question de savoir si c'est plus dangereux que ça pour l'ensemble de la communauté française, toute religion confondue. Moi, je ne me prononcerai pas sur les dossiers qui sont en cours d'instruction. Tout ce que je peux dire, c'est que tout dépend où vous mettez le curseur de la dangerosité. Pour moi, le repère, c'est les principes et les valeurs de la République. C'est ça le curseur pour moi. À partir du moment où des individus vivent dans la peur dans une république, ce n'est pas bon. Et il faut trouver le moyen d'éviter que des citoyens français ne vivent pas dans la peur. Il est là le curseur. À partir de là, si vous avez des individus qui profèrent des paroles qui sont contraires aux principes et valeurs de la République, bien évidemment, il faut faire quelque chose. Si vous avez des individus qui appellent à des choses qui sont contraires aux valeurs de la République, il faut faire quelque chose. Si vous avez des individus qui préparent des choses qui sont contraires aux valeurs de la République, il faut faire quelque chose. Vous faites une différence entre le Lions Club et les Cavaliers de la Fierté. Je comprends ce que je veux dire. Mais bien évidemment. Alors, est-ce qu'on joue à se faire peur ou est-ce qu'effectivement, en ce moment, il faut être très actif et notamment sur les prises de parole? Non, je crois que là, il faut être cohérent. C'est-à-dire, on ne peut pas reprocher aux services de police, à la DCRI, à la DPSD ou autres, de n'avoir rien fait pour débusquer, pour détecter en amont Mohamed Merah. Et ensuite, lorsqu'ils se mettent à voir de très près dans leur dossier qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui se fait, et à essayer d'y voir un peu plus clair, on ne peut pas leur dire « Ah, mais vous en faites trop ». Il faut être cohérent. Donc, bon, il se trouve qu'aujourd'hui, on est dans une phase, effectivement, politique, sensible pour mener ce type d'opération. Il faut quand même que je prenne quelques questions SMS. Pouvons-nous craindre une Afrique tout entière islamiste radicale? Voilà ce que... Non, là-dessus. Louis Magloire Comayou. Oui, je crois qu'il faut rester raisonnable. Autant je trouve qu'il faut être cohérent quand on parle de la sécurité en France, oui, autant il faut être cohérent quand on parle de démocratie dans les pays étrangers. Parce qu'on se souvient de 1990. Les Algériens ont voté, ils ont peut-être mal voté du point de vue de la France et des pays démocratiques, mais le fait d'avoir estimé que c'était un mauvais vote et d'avoir inversé les tendances a produit ce qu'on a vu, plusieurs années de déstabilisation de l'Algérie. Et aujourd'hui... Ils vont voter les Algériens. Pardon? Ils revoteront les Algériens. Probablement, espérons que le vote sera cette fois respecté. Mais ce que je veux dire, c'est sans doute pour des islamistes aussi, en partie. Voilà. Et donc, ce que je voudrais expliquer, c'est que nous en arrivons aujourd'hui à ce printemps arabe qui débouche sur un hiver ou un été islamiste
parce que au niveau des populations, on a l'impression que ce sont ceux qui étaient les plus propres. Je ne veux pas prendre la défense de qui que ce soit, mais quand vous prenez les différentes classes politiques, qu'il s'agisse de l'Égypte, de la Tunisie, de la Libye ou même de l'Algérie, les seuls qui n'ont pas travaillé avec ces gouvernements-là parce qu'ils étaient marginalisés, ce sont ces partis qu'on qualifie d'islamistes. Donc du coup, ils sont les seuls qui sont neufs. Et les gens leur donnent leur confiance. Mais à côté de cela, je crois qu'il y a aussi une véritable clairvoyance démocratique, pardon. Mais les jeunes qui ont fait le printemps arabe en Tunisie, je ne pense pas qu'ils iront voter pour les islamistes ou qu'ils laisseront leur victoire tomber aux mains des islamistes pour avoir une régression démocratique. Donc ce que je souhaite, c'est que la cohérence que l'on invoque et que l'on applique en France, qu'elle soit la même quand on parle des démocraties dans d'autres pays. On a certainement plus de raisons d'intervenir qu'en Libye, nous dit un téléspectateur. Qu'attend-on ? Et il ajoute, ce même téléspectateur, que l'Afrique bascule dans l'islamisme radical. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? Vous savez, l'Afrique, c'est quand même plus d'une cinquantaine de pays. Donc il ne faudrait pas raisonner sur l'Afrique comme si c'était un État dans lequel on allait faire, par une intervention militaire, gérer les problèmes. D'abord, le succès de la politique militaire de la France en Afrique, il faudra le dresser un jour. On ne peut pas dire que ce soit couronné de succès. Et d'autre part, une intervention militaire, on est en plein dedans. On a des troupes en Afghanistan, les alliés avaient, les Européens, une moitié des Européens étaient en Irak. On est dans une situation militaire où l'outil militaire prouve son inefficacité pour résoudre certaines crises. Pourquoi recommencer ? Je ne comprends pas. L'enjeu, c'est le contrôle des réserves de pétrole et de gaz de Taoudénite à la frontière de la Mauritanie, donc l'argent. Que pensez-vous de ce... Oui, je veux dire, cette suggestion. Non, mais c'est certain qu'après les gisements de pétrole offshore en mer, c'est vrai que maintenant il y a du pétrole qui a été découvert au Niger par les Chinois d'ailleurs qui exploitent du pétrole. C'est vrai que vous pensez bien que s'il y a beaucoup de pétrole en Libye, en Algérie, au sud de ces pays, il y a pas de raison qu'il n'y en ait pas aussi au nord du Niger, au nord du Mali. Il y a eu du pétrole découvert en Mauritanie. C'est sûr que s'il y a un gisement d'uranium fantastique, le deuxième du monde en Niger, il peut y en avoir au Mali. Ce sont des régions qui sont inexplorées. Donc on dit toujours que l'Afrique c'est la troisième nouvelle frontière, c'est la nouvelle frontière de la frontière. C'est sûr que demain, ces régions regorgent bien sûr de mines. Le Tchad, c'était la fameuse bande d'Aouzou où il y avait des mines de diamants, de l'uranium, etc. entre la Libye et c'est bien sûr, c'est possible. Mais pour l'instant, c'est le début. Mais sans doute que les Touaregs se disent mais il n'y a pas de raison. Peut-être que nous, on est assis sur un gisement de pétrole. Il me vient une idée, vous avez trouvé ça invraisemblable. Je ne veux pas vous refaire le coup des avions renifleurs, mais enfin, je pense à l'avenir de ces pays. On n'a aucun moyen de, je sais pas, de géolocalisation du sous-sol. Total exploit. Comment est-ce que je veux dire ? Alors je sais, c'est immense, vous ne cessez de nous le rappeler. Même si c'était Elf et Total qu'avec les avions renifleurs, mais ils ont déjà découvert des réserves de pétrole au nord du Mali, là, dans l'Azawad. Vous savez, trouver des ressources ne signifie pas que leur exploitation est faite correctement. Regardez le cas du Zaïre, qui est une espèce de miracle géologique et qui est le pays qui a été le plus corrompu. La fortune de Mobutu était équivalente à la dette publique zaïroise. Donc le problème, ça reste le comportement des élites par rapport à une richesse. La malédiction du pétrole, vous vous souvenez ? Oui, je vois à peu près de quoi vous voulez parler. Le trafic de cocaïne inonde le pays donc le Mali. Pourquoi ne pas en parler ? Est-ce que c'est le cas ? Je ne sais pas. Le trafic de cocaïne, Oui. Moi, je vous en prie, si vous avez des doutes ou des réserves pour les exprimer. Des infos. Voilà. Oui, non, peut-être qu'un avion, pour l'instant, il n'y a pas eu d'avion qui est tombé au Mali. On l'a vu dans d'autres pays, en Guinée-Bissau et ailleurs, mais pour l'instant, c'est dans le désert, c'est-à-dire dans cette partie septentrionale du Mali et la zone la moins contrôlée du Sahara qu'on en parle, mais le Mali lui-même n'est pas directement concerné. J'ai de la famille à Bamako, nous dit un téléspectateur. Pourquoi étouffer le peuple par ces embargos ? Vous trouvez des embargos J'ai quelques doutes sur l'efficacité d'un embargo. Probablement, ça coupe la route de l'essence en particulier. Mais à mon avis, l'essence va arriver par le nord. C'est-à-dire que paradoxalement, on donne des cartes à l'insurrection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on renforce tout ce qui est illégal et marginal par rapport à l'État lui-même. Vous n'aurez plus d'envoi d'argent par les réseaux normaux. Je ne veux pas citer de compagnie pour ne pas faire de publicité, mais les compagnies... Dans ce cas-là, c'est au moins en citer 3 ou ne pas les citer. Oui, je vous donne la loi que vous impose de CSA. Non, on ne les cite pas, mais aujourd'hui, la vérité, elle est là. C'est que les transferts d'argent ne se feront plus par ces moyens-là. La deuxième chose, c'est que pour les personnes qui sont à l'étranger et qui ont de la population à aider sur place, des voyages à faire et le reste, ça devient très compliqué. Et le fait est que, quoi que l'on dise, ceux qui vont payer le plus lourd tribut, ce sont les populations maliennes du Sud, à Bamako et ainsi de suite. Ça, c'est sûr. Réponse courte et dernière question. Est-ce que les pays limitrophes vont rester immobiles ?
Non, les pays limitrophes, ils sont déjà super concernés. Il y a le Burkina Faso qui est le médiateur. Non, ils ne restent pas immobiles, seulement ils sont sans moyens. Et ils sont avec les populations qui arrivent. Donc c'est dramatique pour toute la région. Il faut attendre de savoir que fera l'Algérie. Parce que l'Algérie, à plusieurs reprises, a eu la clé à plusieurs reprises. Alors là... Bon, alors ça c'est revenu en permanence.